Kaere à toutes et tous. Vous m'aviez manqué, citoyens de Massalia. Et je suis désolé pour cette absence qui fut peut-être bien trop longue, mais j'étais en voyage commercial pour notre cité chez les Tyrrhéniens. Ça ne vous dit rien, les Tyrrhéniens? Les Étrusques. Ah oui, c'est vrai que vous avez une langue assez particulière, un système de datation particulier et des mots géographiques assez particuliers. Je vais tenter de m'y adapter, et puisqu'apparemment vous ne savez pas qui sont les Tyrrhéniens, eh bien je vais vous expliquer qui ils sont dans ce nouveau cours sur les Barbaroi. Alors, pour commencer, ces Barbaroi vivent principalement dans une région située entre deux fleuves principaux de la péninsule italique que vous appelez le Tibre et l'Arno. Alors évidemment, ils ont colonisé d'autres territoires, mais c'est réellement leur lieu d'origine. Alors, ces Tyrrhéniens sont de très très grands commerçants et ils étaient implantés sur nos routes commerciales, j'entends par là nos routes commerciales de Massalia, bien avant notre arrivée. Plusieurs siècles avant notre arrivée même, je devrais dire. Alors ces Tyrrhéniens, ils parlent une langue très 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 particulière. Tout simplement parce qu'on ne sait pas réellement d'où ils viennent. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'aucune autre langue, hormis peut-être celle des Rètes, c'est-à-dire de l'autre côté des montagnes des Alpes, eh bien, hormis les Rètes, ces Tyrrhéniens ont une langue complètement à part par rapport aux autres peuples que nous connaissons. Alors, d'après eux, ils viendraient de Lydie. En ce temps-là, à une époque très lointaine, peut-être à l'époque de la guerre de Troie, la Lydie était frappée par une grande famine, si puissante que le roi de cette époque dut séparer sa population en deux et envoyer son fils, qui s'appellerait alors Tyrrhénos, à travers les mers avec la moitié de cette population pour aller s'installer et décharger la Lydie de toutes ses bouches à nourrir. Et c'est ainsi qu'il serait arrivé dans cette région si fertile que l'on appelle l'Étrurie. Alors, moi j'y crois moyennement. Peut-être qu'une certaine élite a migré à cette période. Une autre hypothèse serait qu'ils soient des Pélages. Vous savez, les Pélages, ce sont ces peuples qui vivaient en Grèce avant l'arrivée des Ioniens, des Doriens, etc. Avant l'arrivée de nos ancêtres. C'est aussi une possibilité. Mais selon moi, et selon pas mal de ces Tyrrhéniens avec qui j'ai discuté, eh bien, ils seraient tout simplement des autochtones. Ce qui veut dire qu'ils auraient toujours vécu sur cette terre. Peu importe, en tout cas, c'est un sujet qui est assez peu important finalement, si ce n'est qu'il faut retenir qu'ils parlent une langue complètement différente, et heureusement, là-bas, quelques-uns parlent le grec. Et il y a plusieurs raisons à cela. Eh bien oui, puisque l'histoire de ces Étrusques, puisque je vais le dire ainsi dans votre langue, l'histoire de ces Étrusques est complètement reliée à l'histoire de notre culture grecque, et notamment reliée à la fondation de notre cité Massalia. J'irai même plus loin, elle va jusqu'à être reliée à la fondation de toutes les colonies grecques, puisque la toute première des colonies, la première cité à être fondée en dehors de la Grèce, eh bien, c'est Pitthécus et la cité de Cume. Alors, avec votre système de datation, c'est au 8e siècle avant notre ère que ces deux cités sont fondées par la cité de Chalcis, on va dire un petit peu au sud de Rome, cette cité amie de Massalia. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que à cette époque, ce n'est pas la sténocoria, comme on aime souvent le dire, qui a poussé les Chalcidiens à la fondation de ces colonies. Alors, sténocoria, c'est tout simplement l'étroitesse des terres, le fait que, une ville n'ait plus assez de territoire pour nourrir toute sa population et soit obligée d'évacuer une partie de cette population qui doit aller s'installer ailleurs. Alors c'est un très très bon prétexte pour dire que nous n'avions pas le choix. En réalité, c'est l'appât du gain, comme d'habitude, qui a poussé nos ancêtres à venir s'installer dans ces régions. Et donc, la première de ces fondations est une fondation commerciale à Pitthécus. Leur objectif, obtenir plusieurs choses que la Grèce n'a pas, et notamment des métaux. Parmi eux, le fer, qui permet de faire notamment nos pointes de lance, notre arme principale, évidemment, ou celle de nos copis, ou de nos xyphos, ou encore de nos outils agricoles. Ce fer, on le trouve en très très grande quantité sur une île qu'on appelle Aetalia, c'est-à-dire noircie par le feu. Alors elle est noircie par le feu car après l'extraction
des minerais, eh bien, il faut faire une réduction de ces derniers pour en faire des lingots de fer. Or, cela demande énormément de bois, et cette île que vous appelez l'île d'Elbe, je crois, oui, j'arrive mal à le prononcer, l'île d'Elbe, à Italia, en réalité, eh bien, était une île étrusque. Pourquoi ne pas aller s'installer directement sur l'île pour obtenir ces métaux? Eh bien, tout simplement parce que lorsque nos ancêtres sont arrivés dans la région, eh bien, ils sont tombés face à des barbarois extrêmement bien organisés, avec une grande puissance militaire, et surtout, d'excellents marins. Eh oui, ces barbarois, ces Étrusques, faisaient déjà du commerce, du fer notamment, mais aussi d'autres métaux qu'ils ont chez eux en grande quantité, argent, or, plomb, même un petit peu d'étain, j'en reparlerai, et surtout le fer, avec d'autres peuples, notamment les Keltoi, les Celtes, oui, qui vivent dans cette région notamment de la Gaule, si je ne m'abuse. Alors, ces Étrusques, eh bien, étaient installés sur les grandes voies commerciales, très très importantes de l'époque, et notamment, ils contrôlaient la route de l'étain qui venait des îles Cassitérides, j'en reparlerai un de ces jours, par-delà la mer extérieure, par-delà la Gaule, et contrôlaient aussi les routes de l'ambre. Ils étaient donc extrêmement riches et avaient développé une grande civilisation. Et pour commercer, ils le faisaient à la fois par la terre, mais aussi par la mer. C'était donc d'excellents marins. Et d'ailleurs, on leur doit deux inventions très importantes. La trompette de guerre, qui permet, dans les batailles navales, de transmettre des ordres entre différents navires, mais aussi d'effrayer l'adversaire, mais aussi l'éperon. Et oui, cet éperon métallique, généralement, que l'on met à la proue, à l'avant de nos navires, permet de couler un navire adverse sans engager ses hommes dans un abordage périlleux. Et comme je vous le disais, nos ancêtres n'ont pas pu donc s'installer sur ces rivages, car ils auraient été tués et massacrés. Ils ont préféré donc s'installer un peu au sud des territoires étrusques, et donc dans une région à mi-chemin entre la Grèce d'un côté et l'Étrurie de l'autre. Et c'est ça qui a fait la fortune de cette colonie. Et d'ailleurs, par la suite, la plupart des grandes cités grecques vont elles aussi fonder des cités dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud, la Sicile notamment, s'installer dans ces régions pour se mettre sur ces routes commerciales. Alors, ces Étrusques, ils sont extrêmement bien organisés. Ils ont à peu près 12 grandes cités d'importance, toutes dirigées soit par des systèmes républicains, monarchiques, mais de manière générale, ils ont un système oligarchique. De toute façon, ce sont les aristocrates, peu importe les cités, qui font la loi en Étrurie. Alors, je vous ai dit que c'était des marins redoutables. Et d'ailleurs, le mot Tyrrhénien, pour quelques Grecs attentifs, là du fond que je vois, me dirait, mais oui, mais ce sont des pirates. Les pirates tyrrhéniens, c'est extrêmement célèbre. Alors oui, il y a un mythe chez nous qui nous parle des Tyrrhéniens. C'est le mythe de l'enlèvement de Dionysos. Alors Dionysos, dieu du vin, se reposait tranquillement sur une plage d'une île des Cyclades et passa par là un navire pirate tyrrhénien. Ces Tyrrhéniens venaient, comme à l'accoutumée, attaquer les côtes de la Grèce. Sauf qu'ils virent ce dieu endormi, ils le prenaient pour un homme, ils l'enlevèrent, le prirent sur leur navire. Dionysos se réveilla et il vit autour de lui tout un ensemble d'hommes, ces fameux Tyrrhéniens, qui le regardaient avec beaucoup d'intérêt. Apparemment, la partie arrière du dieu semblait extrêmement plaire à ces Tyrrhéniens qui voulaient en faire leur affaire. Dionysos, immédiatement, se releva, révéla sa nature divine, et ainsi, de la vigne poussa sur le navire, retint les rames, les voiles s'abattirent d'un seul coup, les marins, terrifiés, se jetèrent à l'eau, et Dionysos les transforma en dauphins. Depuis, les dauphins continuent leurs actes de piraterie, mais pas sur des grands navires, mais sur des navires de pêcheurs. Tout le monde le sait, les dauphins sont des voleurs de poissons. À chaque fois qu'on remonte un filet ou une ligne, on voit bien que ces derniers viennent prendre une partie du butin. Alors, continuons, je m'égare. Alors, il y a d'autres choses. C'est très embêtant, c'est le chant des sirènes. Je ne suis pas très loin de la mer, malheureusement. Alors, justement, je continue sur la mer et ce mythe de piraterie chez les Tyrrhéniens.
moi je suis obligé de les défendre, j'ai beaucoup d'amis qui sont Tyréniens. Et non, ce ne sont pas tous des pirates. Alors oui, pendant très longtemps, ils venaient sur les côtes de la Grèce pour enlever des femmes, des enfants, bref, faire des actes de piraterie au Péloponnèse, à peu près tous les printemps. D'ailleurs, ça a donné un jeu de mots, puisque, comme je vous l'ai dit, certains pensent qu'ils ont une origine pélage. Eh bien, potentiellement, il y a un jeu de mots avec le mot des pélarges. Pélarges qui sont les cigognes, qui, comme chaque printemps, reviennent dans nos contrées. Et donc, ces pélarges faisaient des raids réguliers par chez nous, et même s'installèrent, notamment en Attique. Vous savez que les Athéniens ont toujours eu de très mauvaises fréquentations, et ils avaient accueilli parmi eux des pélarges, et d'ailleurs il y a un nom d'une muraille à Athènes qui a été construite par ces derniers, le mur pélargique. Mais très vite, la situation a été instable, ces pirates n'arrivaient pas à se fondre avec la société, et finalement ils enlevèrent des femmes et ils s'enfuirent sur une île, Lemnos. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'à Lemnos, il y a encore un parler lemnien très proche du langage des Étrusques. Alors, tout ça, ce sont des mythes. Tout simplement parce que pendant longtemps, ils ont été ennemis avec nos cités, tout simplement parce qu'ils nous empêchaient d'accéder aux routes de l'étain et de l'ambre, d'accéder au peuple celte. Comment ? Eh bien par des grandes batailles navales et par des actes de piraterie réguliers. Cependant, nous-mêmes, nos ancêtres n'étaient pas en reste. Eux-mêmes faisaient des actes de piraterie réguliers dans leur région. J'en veux pour preuve que les premiers Phocéens, lorsqu'ils vinrent s'installer à Massalia, pour ceux qui se rappellent, avec votre système de datation autour de moins 600, eh bien, lorsqu'ils vinrent s'installer, ils évitèrent soigneusement les terres étrusques. Ils ne passèrent que par une seule de ces cités, Rome. Rome qui elle-même était dirigée par un certain Lucumone, qui venait de la cité de Tarquinia. Alors les Romains l'appellent d'ailleurs Tarquin l'Ancien. Alors ce Tarquin l'Ancien, il y a une chose qu'il faut savoir, eh bien, il était très proche des Grecs, car son propre père, eh bien, était un roi, Bacchiade, en exil, qui avait fui la cité de Corinthe suite à un coup d'État. Coup d'État de Cupsélos, mais on en reparlera peut-être un jour, ce n'est pas le sujet. Eh bien, ce roi, qui avait une influence étrusque, puisqu'il s'était marié à une étrusque, et qui dirigeait une cité sous domination étrusque, eh bien, nous accueillit avec forte hospitalité et accepta une partie de nos rites. En échange, il nous permit de passer, de nous ravitailler, et c'est ainsi que nos ancêtres, menés par le jeune Protis, purent venir s'installer à l'embouchure du Rhône et fonder la cité de Massalia. C'est une histoire dont j'ai déjà parlé, je crois. En tout cas, la fondation de cette cité va bouleverser l'équilibre économique des Étrusques, puisque ces derniers n'avaient plus le monopole sur ces routes commerciales menant aux routes de l'étain et de l'ambre. Et oui, Massalia venait de s'installer. Et le phénomène fut accentué avec la venue de nombreux autres citoyens venus de Phocée qui fuyaient les Perses lorsque ces derniers envahirent notre propre cité et vinrent s'installer d'abord à Alalia, en Corse, cette île que vous appelez la Corse, je crois, à Alalia, puis vinrent à Massalia. Alors, cette installation à Alalia a énormément perturbé le commerce des Étrusques, mais aussi des Carthaginois, ces fameux Phéniciens installés en Afrique du Nord. Tout simplement parce que les deux échangeaient entre eux, et nos ancêtres ne trouvaient rien de mieux que de piller les navires commerciaux, donc de faire des actes de piraterie. Finalement, tout le monde faisait de la piraterie, à cette époque, nous le faisons encore aujourd'hui d'ailleurs, et ainsi récupérer de grands bénéfices sur le dos des Étrusques et des Carthaginois. Cette situation ne pouvait plus durer, et une grande bataille s'engagea au large d'Alalia. Alors cette bataille navale engagea 60 navires tyréniens, 60 navires carthaginois, et 60 navires grecs d'Alalia. Alors la bataille fut terrible. Quasiment toute la flotte carthaginoise fut coulée. Cependant, les Étrusques, qui étaient de très bons marins, réussirent à tenir leur position et finirent par vaincre nos ancêtres, et ces derniers durent se replier. Ils firent alors beaucoup de prisonniers, et les Étrusques les sacrifièrent dans leur cité de Caër. Les survivants de Alalia durent se replier à Massalia, et les Étrusques, eux, s'emparèrent de notre fondation. En revanche,
lorsqu'ils arrivèrent à Massalia, ils montèrent une expédition et nous-mêmes, nous avons chassé les quelques Étrusques qui étaient eux aussi installés sur le golfe du Lion, donc sur les rivages de la Gaule du sud, et notamment installés dans la ville de Latara. Latte, pas très loin d'une ville que vous appelez Montpellier, si je ne m'abuse. Alors, cette victoire navale des Étrusques fut fêtée, et d'ailleurs, ils vont ériger deux grands trésors dans notre cité de Delphes, cité religieuse panhellénique, qui sont encore présents là-bas, pour fêter cette victoire, mais aussi pour se repentir un petit peu du massacre des prisonniers, chose qui ne devrait jamais se faire, je le rappelle. Alors, les tensions vont rester très fortes entre les Étrusques et la cité de Massalia, tout simplement parce que nous avions contourné leur réseau économique, et les Celtes, à partir de là, préféraient commercer avec nous qu'avec les Étrusques, notamment parce que nous donnons beaucoup d'avantages commerciaux à nos alliés. Ainsi, les Étrusques commencèrent à connaître une perte de revenus, et les différentes cités finirent par se battre entre elles pour s'accaparer les maigres ressources qu'il restait. Cependant, ils vont se maintenir et étendre leur influence au nord de l'Italie, notamment dans ce qu'on appelle la plaine du Pô. Vous savez, cette plaine avec ce grand fleuve au nord de l'Italie qui se jette dans une mer, la mer Adriatique. Ce nom vient tout simplement d'une cité, Adria, où nous avons un emporium, c'est-à-dire un comptoir commercial. D'ailleurs, il y a une autre mer qui a un nom étrusque, c'est la mer Tyrrhénienne, qui vient justement du nom tyrrhénien, dont nous avons déjà parlé. Alors, Tyrrhénos, ça vient d'une racine, faire souffrir, tout simplement parce que les Étrusques étaient extrêmement bons pour faire souffrir les prisonniers, comme nous l'avons dit. Et c'est ainsi qu'ils baptisèrent cette mer que nous connaissons sous le nom de mer tyrrhénienne. Alors, il y a eu d'autres batailles, évidemment, puisque à la fin du VIe siècle, il y a un grand chef militaire, Aristodème de Cume, qui régnait sur cette cité, en Italie, qui va commencer à augmenter son influence dans le nord, ou plutôt dans le centre de la péninsule italique, et notamment du côté de Rome. La cité de Rome, elle, avait subi pendant trop longtemps la domination des Étrusques et souhaitait expulser ces derniers. Je vous rappelle que les Latins ne parlent pas du tout la même langue et que ces Romains subissaient finalement le joug d'une puissance extérieure. S'appuyant sur les Grecs, ils se révoltèrent et il y eut plusieurs batailles entre le roi d'une cité étrusque, Chiusi, alors ce roi s'appelait Porséna, qui vint faire la guerre à Aristodème de Cume, et ce dernier l'emporta à plusieurs reprises. Sa plus grande des victoires eut lieu à la toute fin du VIe siècle, alors que Porséna essayait d'imposer son autorité à la cité rebelle de Rome, et que Aristodème de Cume venait soulever tout le Latium. Et c'est ainsi que Rome put obtenir son indépendance grâce à des Grecs face aux Étrusques. Les Étrusques réussirent malgré tout à se rassembler. Toutes les cités décidèrent de monter une immense flotte pour venir faire la guerre à la cité de Cume. Et en 476, ils montèrent une immense expédition pour attaquer cette cité. Heureusement, à l'époque, Syracuse, une autre cité coloniale installée en Sicile, avait une grande flotte et vint défendre la cité de Cume. Il y eut une grande bataille navale où toute la flotte étrusque fut vaincue. Car oui, entre-temps, nous autres, Grecs, avions appris des méthodes de guerre navale des Étrusques. Et nous les avions même surpassés. Les Étrusques, je vais vous le dire, ne se sont jamais remis de cela. Tout simplement parce que, depuis, ils ne tiennent plus les routes commerciales maritimes. Quant aux routes commerciales terrestres, notre bonne cité de Massalia les a complètement récupérées à son profit. Alors, ça va aller de mal en pis pour ces pauvres Étrusques, puisque les Syracusains vont carrément piller puis s'accaparer au milieu du 5e siècle de l'île d'Atalia, l'île d'Elbe dont je vous ai parlé, où il y avait les précieux minerais de fer. Alors, en vengeance, pour se venger, les habitants de Caër vont donner 3 navires à la cité d'Athènes lors de l'expédition de Sicile. C'est fort peu, et ça ne suffira pas aux Athéniens pour triompher face aux Syracusains. Cela aussi, j'en parlerai un de ces jours. Alors, tout cela pour dire quoi ? Eh bien, tout simplement pour dire que nos rapports avec ces Étrusques furent pendant longtemps mouvementés.
Certes, ils ont été fondés sur le commerce, sur l'échange et sur l'entraide, mais récemment, il y a eu de très nombreuses guerres entre les cités étrusques et les cités grecques. Guerres à l'issue desquelles nous sommes sortis victorieux. Ce que je veux en retenir, eh bien, c'est que ces Étrusques, ce sont de grands guerriers. Et ainsi, ils ne sont pas si mous, si efféminés, que semblent le dire beaucoup de nos concitoyens. Et cela, la vie des Étrusques, je vous en parlerai, je pense, dans un prochain cours. Voilà, j'espère que cela vous a plu, et en attendant, portez-vous bien.